Alors, nous allons démarrer. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue sur cette action que nous organisons donc à distance. Nous vous demanderons d'être comment on dit, enfin, bienveillant avec nous, puisque on découvre un peu aussi ces nouvelles façons de faire, qu'il nous a fallu être réactifs, et que nous avons donc décidé de vous proposer ce thème. C'est le deuxième que nous organisons avec Jean-Yves Estoupe, votre intervenant, qui est la personne avec les oreillettes, avec le casque sur les oreilles. Nous travaillons avec Jean-Yves sur les thèmes d'entretien des locaux, d'hygiène et de prévention. Et donc, le thème qui nous intéresse aujourd'hui sur la désinfection des véhicules. Voilà, donc nous avons donc décidé de vous proposer ce module à distance sur une forme courte, une intervention de votre intervenant de globalement 3/4 d'heure maximum, mais entrecoupé d'échanges et de questions de votre part. Voilà, c'est ce qui est le plus important dans ce type de rendez-vous, c'est que vous puissiez échanger et surtout poser toutes les questions qui vous préoccupent. Je voudrais juste régler quelques questions techniques. Les questions de son, si vous entendez ou pas, je n'y peux pas grand-chose. Sinon, à vous suggérer de vous déconnecter et de vous reconnecter. Par ailleurs, je vous demanderai de bien vouloir vous identifier en marquant, en cliquant sur votre vignette et en indiquant votre nom pour que je puisse faire les attestations de présence pour vous. Ensuite, vous avez, normalement, j'ai coupé tous les micros. Vous pourrez prendre la parole, comme nous sommes un peu nombreux, pour faciliter la prise de parole. Vous avez un petit carré, une petite bulle à droite de la main qui est à gauche de votre écran. Voilà, il s'agit d'être latéralisé. C'est l'ouverture d'un chat. Et donc là, vous pourrez demander la parole. À ce moment-là, j'ouvrirai votre micro ou vous-même ouvrirez votre micro pour ou poser votre question par écrit que je relayerai à votre intervenant. Voilà, surtout ne touchez pas la petite télé qui est à gauche de la main, à gauche de votre écran. C'est ce qui permet de partager ce qu'il y a sur votre écran. Et si quelqu'un d'autre que l'intervenant le fait, ça met un bazar inouï. Donc, merci de ne pas le faire. Voilà. Je crois que juste vous dire que nous avons d'autres Alors moi, j'ai le droit de le faire. Non plus. Attends. Nous avons d'autres rendez-vous qui sont fixés sur ce type de sujet, d'entretien des locaux, de désinfection, des points de contact, etc., sous la même forme. Nous en avons un le 10 juin, nous en avons deux autres le 17 et le 18 juin. Et puis, nous sommes à votre écoute si vous avez d'autres interrogations et d'autres points que vous souhaiteriez voir abordés avec, par ce système-là. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va démarrer l'intervention, puisque Jean-Yves, son micro est ouvert. Je vous signale juste que cet échange est enregistré, que vous pourrez revisionner les échanges et la présentation en allant sur la chaîne YouTube CNFPT Limousin. Voilà, nous sommes tout à fait au fait des nouvelles technologies. Et vous pourrez trouver d'autres rendez-vous de l'actualité qui sont déjà passés et que mon collègue Louis, l'informaticien, parfois un peu magicien, met sur la chaîne YouTube. Voilà, donc je vais reprendre depuis le début. Je vais me présenter. Hélène Fayard, conseillère formation en délégation du CNFPT Nouvelle-Aquitaine, site Limousin. Nous sommes aujourd'hui là pour cette rencontre sur la désinfection et l'entretien des véhicules, des parcs automobiles en période de post-confinement et de pandémie Covid-19. Votre intervenant va prendre maintenant la parole. Il s'agit de Jean-Yves Stoup, qui je vais lui laisser la peine de se présenter. Voilà. Jean-Yves, c'est à toi. Merci Hélène. Bonjour à toutes et à tous. C'est audible? Oui, c'est audible. Très bien. C'est bon. Très bien. Bien, alors pour remettre effectivement dans le contexte et avant de rentrer dans le vif de notre sujet, depuis plusieurs semaines que l'on a tous connu,
avec plus ou moins de bonheur. Et nous avons réfléchi et travaillé avec Hélène dans l'intérêt de vos collectivités, de vos agents et de vous-même, en se posant des questions quant à savoir, même si les formations en présentiel sont toutes pour l'instant annulées, certainement en phase de dans les semaines et dans les mois qui vont arriver, nous nous sommes interrogés à savoir et si l'outil informatique était pour une fois mis à profit pour pouvoir se rapprocher au plus près du terrain et de pouvoir répondre petitement sans doute, mais répondre tout au moins à vos préoccupations quotidiennes. C'est ainsi que l'on a pensé vous proposer différents modules de formation et notamment celui qui va nous, je l'espère, animer cet après-midi, à savoir un module de formation sur les techniques d'entretien du parc automobile et sur la désinfection, en particulier dans cette période post-Covid-19. Me concernant, je suis donc Jean-Yves Estoup, je suis formateur en hygiène depuis, on ne compte plus, 1992 précisément. J'interviens pour le CNFPT délégation Limousin à l'époque depuis les années 2000, 2001 précisément, et aujourd'hui je suis donc coordonnateur pédagogique dans un petit organisme de formation que personne ne connaît, qui est la formation professionnelle et continue pour adultes de l'Éducation nationale. Voilà, je suis basé à Limoges. Alors, tout à l'heure, Hélène demandait bienveillance, indulgence. Oui, effectivement, parfois impénétrable. Et nous vous avons concocté, mais je crois, Hélène, si tu as le retour, que tu vas me le confirmer, on vous avait concocté un document de synthèse par rapport à ce dont on va parler, je l'espère, cet après-midi, et je prends l'engagement de faire en sorte que le CNFPT, par le biais d'Hélène, Hélène, tu es d'accord, on transmette le support de formation à la totalité des participants. Voilà. Désolé, parce que je vous avais créé des choses avec des images. Bon, c'était très technique, mais enfin, il y avait de l'animation et ça aurait pu être assez sympathique, mais ça ne passe pas cet après-midi. L'effet de la météo, ou alors tout simplement que les réseaux sont peut-être un peu saturés, mais ça ne passe pas. Peu importe, c'est pas grave. Est-ce qu'on fait un petit point? Tout le monde a... Oui, Olivier, transmis par mail. Oui. On vous le transmettra par le biais d'un courriel, tout à fait. Tout le monde a un retour audio, ça fonctionne? Oui, ok, d'accord. Oui. Bien, alors, pour aller droit au but, au jour d'aujourd'hui, 1896, lorsque Henry Ford a décidé de créer la première automobile, il ne suspectait pas ce qui allait devenir de cette espèce d'engin pétaradant, puant, qui perdait de l'huile, avec 4 roues, avec des pneus pleins. Et il ne se doutait pas que, allez, 130 années plus tard, nous avions, à l'échelon de la planète, réalisé un petit peu plus de 1,4 milliard de véhicules. Depuis que l'homme a inventé l'automobile, 1,4 milliard de voitures, de camions, de camionnettes, tant à des fins individuelles, collectives qu'utilitaires. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, même si on est dans une société qui est faite et taillée pour l'automobile, l'automobile ne nous apporte pas que des points positifs et des avantages. Si on, juste, petit moment culturel, si on réfléchit bien, la société automobile, aujourd'hui, si l'automobile est mal conçue ou mal utilisée, elle peut tuer. Des accidents. Si l'automobile, elle est mal entretenue mécaniquement, ça peut être une source de surcoût au niveau de son fonctionnement. Elle est polluante potentiellement. Elle peut dilapider les ressources naturelles de la planète et les énergies. Mais on n'avait jamais véritablement pris conscience de ce dont on est en train de prendre conscience depuis quelques semaines de cela, à savoir que si elle était mal entretenue hygiéniquement, elle pouvait être vecteur de contamination potentielle. Ce que je suis en train de vous faire passer comme message, nos collègues, les gens professionnels du sanitaire et les ambulanciers en particulier, les SMUR, les SAMU, les ambulances, ils sont au fait de cette situation. Sauf que dans la démarche d'utilisation de son véhicule automobile, monsieur
monsieur tout le monde ou madame tout le monde, on n'a pas véritablement pris conscience de ça avant que les scientifiques nous ouvrent les yeux sur ce que l'on vient de vivre depuis quelques semaines. C'est ainsi que je ne vais pas vous rebattre les oreilles que sur le Covid-19, mais effectivement, la voiture mal entretenue, qu'elle soit à usage domestique comme professionnel, peut être un vecteur de contamination par le papillomavirus, par le Covid-19. J'y reviendrai tout à l'heure. Toujours retour audio, ça fonctionne? Ça tient? Oui, oui, ça tient. On m'entend? Oui. Ça tient, super. Je vois le monsieur qui lève le pouce, donc ça me va bien. OK. Donc, aujourd'hui, effectivement, la crise sanitaire que nous connaissons a peut-être la vertu, en plusieurs, mais notamment pour le sujet qui nous concerne, de pouvoir accélérer la réflexion sur quel est l'impact de l'automobile dans nos fonctionnements aujourd'hui, tant à l'échelon domestique que professionnel. Et ici, on va se poser 3 questions. Est-ce que la mère de famille qui souffre d'un rhume saisonnier et qui éternue au volant de sa voiture peut-elle contaminer ses enfants lorsqu'elle les amène à l'école? La réponse est oui. Est-ce qu'un collègue de travail qui présente des verrues aux mains peut-il transmettre cette affection cutanée à ses collègues lorsqu'il leur donne l'usage de l'utilitaire de la société? La réponse est oui. Enfin, est-ce qu'un agent de la collectivité, porteur du Covid, alors porteur symptomatique ou asymptomatique, problème, le sujet il n'est pas là, mais est-ce qu'un agent de collectivité porteur potentiel du Covid-19 peut-il infecter l'intérieur de l'habitacle de son véhicule de service et par là même le rendre pathogène pour les autres agents qui auraient à utiliser le même véhicule ce soir ou demain? La réponse est oui également. Voilà ce qui a été le fondement de notre réflexion avec Madame Fayard pour pouvoir créer cette rencontre avec vous cet après-midi. Voilà. À ce stade-là, avez-vous des questions? Non. Merci Stéphane. Alors, les modalités que je vais vous présenter sont des modalités simples dans les faits, mais complexes dans leur réalisation. J'en suis conscient. Ce sont des modalités qui ont été édictées par les services sanitaires, par les différents protocoles sanitaires nationaux, qu'ils soient d'obédience au ministère du Travail, Éducation nationale, ministère de la Défense, et qui prévoient que la désinfection, je suis sur la désinfection d'un véhicule, suppose de respecter à minima 4 étapes distinctes. Ces 4 étapes, je vais vous les citer et ensuite, on va les aborder plus en profondeur ensemble. Première étape, se protéger. Deuxième étape, aérer. Troisième étape, s'équiper. Quatrième et dernière étape, intervenir. Qu'entend-on par se protéger? Première étape. Outre le port de la tenue vestimentaire réglementaire, vêtements, chaussures de travail, dont je n'ai pas, sauf question de repas évidemment, et dont je ne vais pas m'étendre longuement sur le sujet, voilà. Se protéger, il s'agit ici de pouvoir aborder avec nos agents, avant toute opération, 2 points que je trouve être des points très importants. Se laver les mains avant de mettre des gants de protection. J'insiste là-dessus, je répète, se laver les mains avant de prendre sa dotation en gants. Pour une raison très simple. Que j'ai des gants à usage unique, ce que l'on appelle des gants jetables, que je travaille d'habitude à main nue, et que d'un seul coup je ressente, au fond de moi-même, le besoin de prendre des gants parce que j'ai un doute, sans passer par
le poste de lavage de main, ça veut dire que j'ai les mains sales, donc je vais souiller le reste de la boîte de gants qui sera dévolue à l'usage de mes collègues plus tard. Donc j'insiste lourdement dessus, mais première chose, on se lave les mains avant de mettre des gants. Maintenant que j'ai les mains propres, je vais pouvoir prendre mes gants. Ici, chacun d'entre vous, vous avez en dotation 2 types de gants généralement. Si on doit mettre des mains propres dans des gants à usage unique, c'est-à-dire des gants jetables, la réglementation exige à ce que les gants en dotation répondent à 2 paramètres. Qu'il s'agisse de gants dits, je suis désolé, j'ai horreur de l'anglicisme, mais là, c'est comme ça, c'est ce que l'on appelle des gants full contact. Par définition, ça veut dire que c'est des passe-partout. D'accord ? Et en privilégiant, deuxième condition, à ce que la matière des gants à usage unique soit des gants en nitrile. La réglementation aujourd'hui est stricte en la matière. Il ne faut pas, dans la mesure du possible, dans le cas de l'usage de gants à usage unique, utiliser de gants en vinyle, qui sont expressément normalement faits pour le contact avec un produit alimentaire, et encore moins les gants en latex, qui présentent un gros avantage, ils sont étanches à l'eau, mais un gros inconvénient, ils ne sont pas bactériologiquement étanches. Donc, si je me lave les mains et que je prends des gants à usage unique, que mon agent bénéficie de gants full contact et, si possible, matériaux utilisés en nitrile. La réglementation prévoit également aussi à ce que, hors dotation de gants full contact en nitrile, on puisse, pour entretenir un véhicule et notamment le désinfecter, faire appel à des gants dits réutilisables. Alors, dans le verbiage, on parle de gants de ménage, les MAPA. Hein, je suis désolé, MAPA, c'est le nom éponyme, c'est la marque. Bon, tout le monde voit de ce dont il s'agit. C'est tout à fait toléré, c'est tout à fait accepté, mais attention, là aussi, le législateur nous donne 3 conseils. Si je dois mener à bien une action de désinfection avec des gants de ménage, c'est sous réserve qu'il s'agisse bien des gants de l'agent. Ça veut dire que, nominativement parlant, quand on donne des gants de ménage à un agent et qu'il ouvre sa poche de gants, la première des choses à faire, c'est qu'il va chercher un feutre indélébile et il met sur les 2 mains des gants au moins ses initiales, de manière à ce que Michel ne prenne pas les gants de Jean-Yves et de Jean-Yves qui va les prêter à Hélène. Bien évidemment, ça ne s'est jamais vu dans nos collectivités. Deuxième précaution, que les gants, si possible, soient datés, tant qu'à ce que le premier jour, je mette mes initiales sur mes gants avec un feutre indélébile, rien ne m'empêche de continuer à écrire en mettant au moins la date d'ouverture et de mise en fonction de mes gants. Ça nous permettra de voir ceux qui en consomment très souvent et ceux qui les économisent. Et enfin, bien évidemment, je rappelle que les gants dits de ménage, les gants dits réutilisables, les gants MAPA, chez les agents, on ne l'aime pas, tout simplement parce qu'on a des remontées d'agents qui nous disent « Ah, c'est les gants qui puent ». C'est vrai. Sauf qu'ils puent tout simplement parce que tu travailles dedans et que si on regarde les fiches techniques des gants réutilisables, normés, ça veut dire qu'ils ont un petit mode opératoire qui explique comment les remettre en état. Voilà. Donc, 1, je me lave les gants. 2, je prends ce que j'ai en dotation. Troisièmement, je vais mettre mon masque. Et quatrièmement, quatrième point du chapitre se protéger, en tant que de besoin, je vais mettre mes lunettes de protection ou ma visière si j'en ai en dotation. Concernant ce premier point sur ce que le législateur a pensé sur la protection, avez-vous des questions? Avez-vous des remontées, des objections? Ah oui, Olivier me dit jamais. Oui, on ne l'a jamais vu dans les collectivités.
Hélène, veux-tu faire madame Je surveille le chat pour voir s'il y a des questions. Pour l'instant, je n'en vois pas. Si quelqu'un veut prendre la parole, manifestez-vous. Voilà. Juste, nous avons encore 2, 3 invités mystères. Merci d'indiquer votre nom sur votre vignette. Ça nous facilitera les choses. Bon, je pense que tu peux continuer, Jean-Yves. Très bien, merci Hélène. Bon, il n'en demeure pas moins que si dans les 4 points qui vont nous animer cet après-midi, vous n'avez pas de questions, il pourra y en avoir à la fin, bien au contraire. Premier point, donc, se protéger. Mais pour l'instant, je n'ai toujours pas parlé du véhicule. Il y a quelques jours, j'ai eu à régler un problème d'un agent qui a son corps défendant, hein, sans port de pays, sans avoir mis ses effets vestimentaires, s'est présenté dans son parc automobile, a commencé à ouvrir toutes les portes, les coffres, les capots, etc., en disant je prends de l'avance pour le travail qui m'attend à matinée. Très bien, sur le principe. Et jusqu'au moment où, d'une façon effarée, il s'est rendu compte qu'il venait de faire éventuellement une bêtise. Alors, heureusement, ce n'était pas un parc automobile qui était potentiellement contaminant, mais s'il l'avait, ça ne servait à rien d'aérer avant de pouvoir se protéger. Bon. Donc, on a bien se protéger en premier. Deuxièmement, l'aération. Alors, ça, c'est quelque chose qui est un petit peu atypique. Mais effectivement, la préconisation faite est la suivante. Dans la mesure du possible, toujours aérer les véhicules avant d'initier une quelconque action, que ce soit une action d'entretien quotidien, encore on ne les entretient pas tous les jours, et encore plus de désinfection. Voilà. Donc, j'aère, j'ouvre les portières, je baisse les vitres, éventuellement, j'ouvre le haillon arrière, bon, le capot moteur, je ne vois pas trop d'intérêt, et surtout, dans la mesure du possible, si le véhicule en est équipé, je vais déposer les tapis de sol. Il y a toujours au moins un tapis de sol du côté conducteur. Les usagers, c'est la place du mort, bon, c'est pas forcément toujours facile à faire. Donc l'aération, ça consiste, je répète, en 3 opérations. J'aère, j'ouvre mon véhicule, je baisse les vitres, j'ouvre les haillons, j'ouvre les portes latérales. Bon, en clair, j'aurai les portes ouvertes dans mon véhicule. Et ensuite, si je peux, je dépose les tapis de sol. Le terme de déposer les tapis de sol, ça veut dire j'enlève et je mets à l'extérieur du véhicule. Troisième, là, je vais équiper. Alors équiper, c'est un terme qui est peut-être un petit peu galvaudé, mais quand je dis l'agent s'équipe, on ne parle plus de ses EPI et de sa tenue réglementaire, puisque ça a fait l'objet du premier point. La notion de s'équiper, oui, je suis en train de lire. La notion de s'équiper, il s'agit ici pour l'agent de préparer et de vérifier que tous les matériels, ustensiles, produits, consommables dont il va avoir besoin sont bien en qualité autant qu'en volume à sa disposition sur son chariot d'intervention. Alors, dans certains ateliers techniques, ce chariot, c'est plutôt une servante d'atelier qui a été dévolue à cet effet. Mais parfois, on a également des chariots de ménage qui ont été non pas réformés, mais qui reprennent du service pour le parc automobile de la collectivité. Peu importe, on ne va pas se battre avec les termes, mais quand on dit s'équiper, c'est à plusieurs effets. Premier avantage, c'est que si tu prévois avant de travailler, peut-être que ça va te permettre d'éviter de perdre du temps en d'incessants allers-retours. Donc, quelque part, c'est un moyen de gagner du temps pour l'agent. Deuxièmement, cette précaution permet également de pouvoir permettre à l'agent de constater l'état des stocks qu'il a en cours. Donc, au service, meilleure gestion. Et enfin, équiper,
c'est aussi un moyen d'écarter les matériels qui sont incomplets, qui seraient potentiellement défectueux, donc qui pourraient présenter des risques de lors de l'opération de travail dans le véhicule automobile. Troisième point, s'équiper. C'est le quatrième qui est le plus important. Maintenant que tu es équipé, que tu as les droits, que tu as tout ton matériel, etc., ben tu fais comment tu vas intervenir. Alors, je suis confus, l'intervention sur les fonds. La qualité du son, on nous signale que la qualité du son n'est pas bonne, c'est très très haché. Je n'y peux pas grand-chose. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est, mais la plupart d'entre vous l'ont fait, c'est couper les caméras pour essayer de gagner en bande son et d'avoir plus de bande son en fin de compte. Vous pouvez également ajuster la qualité vidéo et à passer sur de la basse définition. Vous pouvez également faire ça. Mais pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous proposer. Oui, moi aussi, j'ai perdu Jean-Yves. Moi aussi. Je te vois et je t'entends. Voilà, on t'avait perdu. Tout le monde t'avait perdu, là. Tu apparais à nouveau, tu as double, je ne sais pas si tu as fait quelque chose, tu as double vignette, là. C'est comme si tu avais deux communications. Bon, vas-y, reprends, on va voir. Sans rien toucher, on va voir. Oui. Pourtant, j'avais des images, mais vous étiez tous figés. Bon, c'est pas grave. Alors, reprends la parole. Vas-y, si tu veux bien Hélène, reprendre. tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. D'accord. Donc, point 1, point 2, point 3, maintenant, c'est comment on fait. C'est l'intervention de l'agent. Alors là, en la matière, on va distinguer deux opérations chronologiques dans le temps, le dépoussiérage et ensuite la désinfection. Dans les fondamentaux de l'hygiène, on ne désinfecte que ce qui est propre, dit-on. Ici, ça prend pleinement son sens. Donc, ces deux opérations chronologiques dans le temps autant que dans l'espace doivent s'entendre, être réalisées selon le respect le plus rigoureux possible d'un principe bien connu des hygiénistes qui s'appelle le principe du bio-nettoyage et par sa première loi, on entretient toujours du haut vers le bas. Tous les éléments de l'habitacle qui peuvent potentiellement être en contact avec les mains du conducteur, mais également susceptibles de pouvoir recevoir ou accueillir les postillons. Une toux grasse au volant, ça nous a tous touchés. Éternuer au volant, ça nous est tous arrivé. On ne peut pas dire le contraire. Et malgré les préconisations gouvernementales, il n'est pas toujours conseillé d'éternuer quand on est au volant de sa voiture dans son coude. Surtout quand on prend un virage avec un gros camion. Bien. Donc ici, on va dépoussiérer le maximum d'éléments de l'habitacle, je répète, en contact avec les mains du conducteur ou de son auxiliaire. Hein. Parfois, on a des véhicules de service qui ont une personne au volant, mais très souvent, on part à plusieurs visiter un groupe scolaire pour manutentionner des tables, des chaises, ou bon, peu importe. Ok. Donc ici, je vais vous donner quelques éléments. C'est une liste un petit peu à la Prévert. Elle est loin d'être exhaustive, tout simplement parce que cette liste est à adapter à la configuration de chaque véhicule. Mais vous allez voir que dans la liste des différents éléments que je vais vous donner, il y a peut-être, si on est honnête, des points où même avec notre propre véhicule personnel, on va se dire « Ah ben tiens, ça je n'y aurais pas pensé ». Voilà.
Donc, des attentions particulières sont à apporter, bien évidemment, aux éléments d'ouverture. La poignée extérieure comme la poignée intérieure. Le pare-soleil, surtout en cette saison, ça commence à taper. Le rétroviseur intérieur. Nos véhicules personnels, sauf à ce qu'on les prête à madame ou que mesdames vous les prestiez à messieurs, nos véhicules personnels, généralement, sont réglés à notre taille. Les véhicules de service, tous les jours, on va bouger les manettes pour rehausser le dossier ou on va tout simplement régler le rétroviseur intérieur à sa taille et à sa posture. Donc, les poignées, le pare-soleil, le rétroviseur intérieur, les boutons ou les manivelles de lève-vitre, par exemple. Le volant. Oh, c'est accessoire. Non, je plaisante. Et avec une attention particulière, pour aussi paradoxal que ça puisse paraître, non pas à l'arceau extérieur du volant, mais à l'intérieur du volant. C'est effectivement l'arceau intérieur du volant qui reçoit le plus souvent le contact des bouts de nos doigts. Oui, oui, Hélène, je te vois lever les yeux, réfléchis. Tu vois très souvent des personnes qui vont essuyer l'extérieur de leur volant. C'est très bien, mais l'extérieur du volant, c'est en contact essentiellement avec la paume de la main. Le bout des doigts, il est agrippé et il touche l'intérieur de l'arceau du volant. Et c'est ici que on trouve les sources les plus contaminantes. Le levier de vitesse, le levier de frein à main. Alors le levier ou les poignées, ça dépend. Dans certains camions ou utilitaires, c'est pas un levier au sens strict, c'est plutôt une poignée. Les leviers de réglage de hauteur ou de profondeur des sièges. Ensuite, tout ce qui est palonnier, c'est ce qu'on appelle les commodos. Palonnier ou le commodo de clignotant, palonnier ou commodo d'allumage de phare, par exemple. Les boutons, les façades des autoradios, les écrans tactiles s'il y a lieu. Je vous parlerai des écrans tactiles si tout à l'heure, certains d'entre vous me dites que vos véhicules professionnels en sont équipés. Il faut faire attention à quelque chose. Les capots de boîte à gants, les capots de protection que l'on peut trouver sur l'habitacle de conduite, les boucles de ceinture de sécurité, les clés de contact. Alors, je vois, votre son n'est pas allumé, monsieur. Hélène, on a notre collègue. Je ne le vois pas, moi. Qui? Je ne vois pas. Si. Alors, c'est monsieur Cluzan. Monsieur? Si vous voulez réagir, avec grand plaisir, monsieur Cluzan. Mais ouvrez votre micro. Le pauvre, je le vois parler tout seul. Donc, son micro n'est pas Mais je ne suis pas ouvert. sûr qu'il va y intervenir, monsieur Cluzan. Ah bon, d'accord. Bon. Donc, les boucles de ceinture de sécurité et bien évidemment, les clés de contact. Et là, si vous êtes d'accord, je vais terminer par 3 petits points. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ensuite, ces idées que je vous donne, c'est des pistes de réflexion. Ensuite, il va falloir observer la configuration de chacun des véhicules. Parfois, on a des cibistes, on a parfois des véhicules professionnels. Je pense notamment à nos collègues des conseils départementaux affectés à l'entretien des voiries. Eh bien, ils ont des CIBI, des subsistances, ça existe. Bon, enfin, en clair, le principe, tout ce qui peut être en contact par l'usager de la main ou recevoir des postillons en cas de toux ou d'éternuement doit être systématiquement d'abord essuyé avant d'être désinfecté. Madame, Hélène, oui, madame. Si tu joues Madame Loyal, pour l'instant, ça va? Oui, très bien, à mon sens. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester, soit en enlevant vos caméras pour que je puisse, en rebranchant vos caméras pour que je puisse vous voir, soit par l'intermédiaire du chat. D'accord. Alors, on continue. Nous venons de faire la liste de tout ce que l'on doit dépoussiérer puis désinfecter. Mais maintenant, c'est le comment. La technique de dépoussiérage qui est préconisée est une technique qui est très simple. C'est ce que l'on appelle la technique d'essuyage humide, qui va
nous permettre, on va le voir tout à l'heure, pourquoi humide, je vais le définir, de pouvoir essuyer la totalité des éléments que l'on vient de voir. Deuxièmement, toujours dans le dépoussiérage, il va falloir que l'on s'occupe du plancher de l'habitacle, dans la mesure où on a enlevé, je l'ai dit tout à l'heure, déposé les tapis de sol. Et ensuite, on va s'occuper des tapis de sol, mais qui sont à l'extérieur du véhicule. Les matériels nécessaires, il nous faut un textile d'essuyage. Et là, on va privilégier, ça c'est pour les filles, j'ai le même en bleu ciel pour les garçons, on va privilégier comme textile d'essuyage des textiles de type microfibre. On va privilégier, le législateur n'impose pas, sauf que techniquement parlant, la microfibre présente des avantages que le bout de chiffon de ci, le textile de récupération de là, la chiffonnette en éponge ne présentent pas forcément. Voilà, donc textile d'essuyage et si possible, microfibre. Dans les matériels, il va également nous falloir un pulvérisateur. Il va nous falloir une balayette manuelle et une pelle à poussière. Ces deux ustensiles sont là pour dépoussiérer le plancher de l'habitacle. Et enfin, deux solutions. Le tapis de sol en extérieur, soit on le tape, méthode à l'ancienne, il n'y a pas de saute technique, c'est très efficace. Ou alors, deuxième solution, dans l'espace extérieur, on a la possibilité de dépoussiérer les tapis avec un aspirateur à poussière, à sac. Je répète bien, aspirateur à poussière à sac, et non pas aspirateur d'atelier, qui sont très souvent des aspirateurs dits à gravat, c'est-à-dire qui n'ont pas de sac de rétention. C'est juste le réceptacle qui permet de recevoir les poussières. Oui, Olivier, je suis d'accord avec vous. La microfibre est polluante. On y reviendra tout à l'heure. Alors, ensuite, on n'a toujours pas parlé de désinfection, on est toujours sur un processus d'essuyage humide. On est sur du dépoussiérage. On a parlé des techniques, du matériel. Maintenant, quel produit? Très simple. De l'eau claire peut suffire. Ou de l'eau claire avec un détergent neutre. Tu m'entends, Hélène? Oui, oui. Non, parce que je vais vérifier que ce soir, tu vas entretenir ton véhicule. Voilà. Alors, là, on va commencer à monter un petit peu en gamme dans les difficultés. Je ne vais pas vous abreuver de problématiques d'ordre chimique, mais attention aux produits que l'on va utiliser, autant pour le dépoussiérage avec un détergent, que tout à l'heure quand on va sortir la grosse mécanique avec les désinfectants. Tout simplement parce que, chimiquement parlant, on est équipé, on a ce qu'il faut tant à titre domestique que professionnel, et encore plus si c'est le cas dans nos collectivités. Sauf que, très souvent, la majeure partie des approvisionnements et de nos commandes dans nos collectivités sont dévolus à acheter des produits à destination d'utilisation dans des locaux. Très peu sont les établissements qui vont investir dans des produits pour entretenir leur véhicule, le parc des domaines. Et attention à bien vérifier que les produits que l'on peut utiliser dans le quotidien de l'entretien des locaux, on peut transférer les mêmes molécules dans un véhicule automobile. Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Utiliser un produit désinfectant en clavier d'ordinateur. Si le produit n'est pas conforme au type de peinture et d'inscription qu'il y a sur les touches d'un clavier, vous allez le rendre muet, votre clavier. Les touches vont disparaître. C'est exactement la même chose. J'ai entendu sourire. C'est toi, Hélène? Oui, sûrement. Oui. Non, mais je peux le dire, c'est arrivé dans un bureau juste à côté du mien il y a quelques jours. Bien. Et on peut connaître le même processus par rapport aux inscriptions
qui sont dites indélébiles dans les industries automobiles et qui sont loin de l'être. Voilà pourquoi on peut très bien faire disparaître les inscriptions que l'on a sur les commodos des clignotants. Alors celui-là, c'est facile. Si tu appuies à gauche, tu tournes à gauche. Si tu t'appuies à droite, tu tournes à droite. Mais ça peut être beaucoup plus embêtant si on a une console automobile avec plein de boutons, par exemple. Voilà. Donc, ne serait-ce que le produit avec lequel on va légèrement dépoussiérer notre habitacle, je répète bien, faire appel à un détergent neutre. Dans le cas où le détergent ne serait pas spécifié neutre, je n'ai pas la fiche technique, je n'ai pas la fiche de données de sécurité de mon produit, déjà c'est pas bien, mais au pire, alors à ce moment-là, on va utiliser un détergent de moyenne gamme, mais toujours, c'est la seule fois où je donnerai l'autorisation, Hélène, écoute bien, c'est aujourd'hui, mais toujours en utilisant ce produit en sous-dosage, pas en dosage normal. C'est une sage précaution. Ça, c'était pour le dépoussiérage. Maintenant, la désinfection, même processus. Désinfection par essuyage humide, mais à la différence près que on va maintenant utiliser des produits spécifiques et adaptés pour désinfecter. Alors, ici, on a deux cas de figure. Soit on va utiliser en termes de produit un produit que l'on a besoin d'additionner d'eau, d'accord ? Ou alors, deuxième solution, on va avoir en notation ce que l'on appelle des PAE, des produits prêts à l'emploi. Attention, ce n'est pas tout à fait le même coût. Bon, ça ensuite, c'est une question de budget. Mais dans tous les cas de figure, on arrête les galéjades. Le coronavirus est un virus. Ne mettons surtout pas en application ce que l'on lit ou ce que l'on entend sur des chaînes de télé de moyenne qualité et qui disent qu'un bactéricide peut suffire. Stop. Le coronavirus est un virus et qui nécessite un produit qui fasse partie du domaine des virucides et non pas des bactéricides. Ça, c'est le premier point. Est-ce qu'un bactéricide est efficace sur les virus? Oui, ça le fait doucement rigoler. Mais surtout, beaucoup plus grave, si on n'adapte pas à notre cible virale le bon produit, on risque tout simplement à terme de créer ce que l'on appelle une résistance de souche. Et là, ça peut être moins drôle. Donc, les produits expressément à utiliser sont des produits du domaine virucide, mais qui correspondent également à une norme qui est bien tracée, qui est une norme européenne. Le produit à utiliser doit répondre à la norme EN, comme European Norm, 14476. Je répète, produit virucide correspondant à la norme EN 14476. Tu as noté pour faire les commissions, Hélène, ce soir? D'accord, voilà. À partir de ce moment-là, pardon, je vous ai donné les différents axes et c'est maintenant que les échanges, les problématiques de chacun d'entre nos participants vont pouvoir donner et étoffer, je vais dire, notre échange d'aujourd'hui. Alors, qui veut bien faire part de son expérience? Ce qui pourrait être un point de départ de notre discussion? Ou des questions que vous vous posez? Alors, oui, effectivement, c'est toujours, je pense, Olivier qui nous dit que pour sa part, son plus gros problème, c'est l'approvisionnement. C'est ça, oui, Olivier? Au départ, Olivier avait parlé des tenues. Des tenues où il était difficile de s'approvisionner, effectivement. Ouais. Voilà, les tenues jetables. Olivier. Bon. Alors, au jour d'aujourd'hui, effectivement, je crois que personne n'avait véritablement, tant chez nos fournisseurs que chez les fabricants, pensé
à la volumétrie des besoins qu'allait générer le Covid dans l'approvisionnement, tant des matériels, des consommables que des produits. C'est en train, tout le monde s'en est occupé à peu près sérieusement depuis un certain nombre de semaines ou de jours, ça dépend. Au jour d'aujourd'hui, ça commence à se démocratiser. Les fournisseurs reviennent et sont à peu près achalandés. Maintenant, c'est pas parce qu'ils ont ça en stock que ils vont tout de suite nous servir, pour une raison très simple. C'est que ça va être non pas au mieux 10 ans, mais ça va être par rapport au bon de commande dans la chronologie. On va servir celui qui a passé la commande le plus tôt. Bon, mais allez, soyons positifs. Je pense que dans les jours qui vont arriver, ça va commencer à se régler. J'appartiens à un tout petit ministère, hein, Olivier, pour vous dire. Ce ministère, c'est celui de l'Éducation nationale, où même les gros mammouths dont on fait partie, on a eu dans les derniers jours pique-pendre à attendre des fournitures qu'on nous promettait il y a 3 semaines. Mais ça arrive. Voilà. Marie-Claude nous fait part de l'équipement qu'ils ont acquis pour désinfecter l'intérieur des véhicules, que sont les nébulisateurs. Oui. Les nébuliseurs, pardon, les nébuliseurs. Des nébuliseurs, oui. Alors, il faut juste que je retrouve. C'est Mathilde? Non, c'est Marie-Christine Rusterols. Elle dit: nous avons acquis des nébuliseurs et le produit utilisé est un virucide. Très bien. Si tu peux expliquer comment ça fonctionne, le nébuliseur? Moi, bon, sur le principe, la désinfection peut être approchée techniquement de 2 façons. Soit on va traiter la surface sur laquelle potentiellement quelque chose est tombé, là en l'occurrence un virus, soit la deuxième solution, on va traiter le volume et notamment l'air ambiant qui baigne la surface qui a été souillée. Bon, un nébuliseur, c'est la deuxième technique, c'est-à-dire qu'on va traiter. Alors, l'un n'empêche pas l'autre, hein. On peut très bien traiter la surface et ensuite mettre le nébuliseur qui va pouvoir dispenser des molécules désinfectantes dans l'atmosphère et donc par là même tuer tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette atmosphère. Donc c'est ce principe qui est relativement simple. Il existe plusieurs techniques. Alors ensuite, c'est dommage. Quelle molécule utilise-t-elle? C'est Mathilde? Non, c'est Marie-Christine Rusterols. C'est le dernier message là. Rusterols et Lavo. Ah oui, d'accord. Voilà. Elle dit qu'il l'utilise pour les véhicules et pour les bâtiments vestiaires. Oui, mais c'est très très bien. Ça te traite l'ambiance et ça te traite la volumétrie. Voilà. C'est peut-être un petit peu onéreux au niveau des fournitures et au niveau des produits qu'on utilise, mais en revanche, quand c'est bien utilisé, germe zéro. Oui. Sinon que c'est un CIRTOM. Elle travaille dans un CIRTOM, donc collecte des ordures ménagères, ce qui fait que c'est aussi une pratique de désinfection assez courante. Le principe par nébulisation, on s'en sert dans la gérontologie, on s'en sert en gériatrie, on s'en sert dans certains services des grands brûlés et on s'en sert également en oncologie. Donc, allons regarder ce qui se passe chez les grands avec des grands risques et si ça fonctionne chez eux, chez nous, il n'y a pas de souci. Environ 450 €, dit-elle, l'appareil. Par contre, la question, pas de produit sur place, donc ingrédients, point d'interrogation, je ne comprends pas la question. Alors moi, je réagis au prix de l'appareil. Pas cher. Non, c'est entre 6 et 900 € un appareil. 450 €, c'est bien négocié. Mais peut-être que la collectivité en a acquis plusieurs. C'est possible aussi. Je ne peux pas vous dire quelle est la composition du produit. Alors, ça, c'est pas un souci. Alors, la composition du produit, vous allez vous ressourcer pas dans la fiche technique, mais dans la fiche de données de sécurité. C'est dans la fiche de données de sécurité que vous trouverez tous les éléments qui ont trait à la constitution chimique du produit. Je ne serais pas étonné que vous ayez à l'intérieur des produits qui s'appellent, c'est un gros mot, des formaldéhydes. Là, c'est le Top Gun pour l'utilisation en nébulisation. Et pour terminer avec les nébuliseurs, Olivier nous demande c'est gros comment? C'est un appareil volumineux, c'est
C'est portable, c'est… Alors, est-ce que notre collègue, Madame Lavaux, est non portable? Oui, donc non Non, portatif. portable. Donc, votre nébuliseur est sur roulette. C'est un petit chariot qui ressemble un petit peu à une grosse cocotte minute. Je précise que Marie-Christine n'a pas de micro, c'est pour ça qu'elle Oui, passe par oui, le oui. chat. Mais on la remercie déjà de nous donner toutes ces informations. Non, j'ai été trop vite, il est portable. Ah. Bon, d'accord. Alors, on va peut-être revenir c'est une sur phrase. d'autres… Pardon. Vas-y. Non, vas-y. Je voulais revenir sur d'autres questions qui ont été posées entre-temps, notamment pour les véhicules partagés. Y a-t-il un temps à respecter entre chaque agent? Et j'en ai vu une autre. Bon, déjà, cette question-là. Bon. Alors ici, effectivement, on a tout dit et son contraire, et surtout, on a oublié d'expliquer les choses. J'ai encore récemment eu à régler un problème en disant un véhicule utilisé aujourd'hui doit être laissé en jachère 24 heures, porte, fenêtre, capot, non j'exagère, ouvert, avant d'être remis dans la circulation. Moi, je veux bien, mais le problème, c'est que toutes les collectivités n'ont pas un parc automobile que l'on va garantir par un toit en pleine nuit. Voilà, quand on voit l'orage qui nous est tombé dessus il y a 48 heures, je vois pas la mairie de Limoges, hein, c'est un exemple, hein, laisser tous les véhicules automobiles sur le parc rue avenue du Général Leclerc avec les portes et les fenêtres ouvertes. C'est absurde. C'est pas ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la mesure où un véhicule utilisé maintenant, ramené au dépôt à 17 heures, ne repart pas dans les 24 heures, on peut très bien le laisser seul, à condition, si possible, au moins de maintenir une aération. Le problème, c'est que je prends mon véhicule de service ce matin, je le ramène à 11 heures et il doit repartir à 12 heures par l'équipe de cet après-midi. Ah ben non, c'est interdit, on n'a pas les… Mais c'est pas du tout ça. Ce qui est préconisé, c'est que tu prends ton véhicule de service, tu le désinfectes, tu t'en sers, tu le ramènes au dépôt, tu le redésinfectes. Après la deuxième désinfection, mon collègue peut prendre le véhicule de service. Donc ici, ce n'est pas une question de technique, c'est une question de fréquence. Il est bien rappelé que je ne fais pas confiance à Hélène qui a rapporté la voiture de service, qui l'a certainement entretenue et désinfectée correctement, mais pour réduire le temps de non-utilisation, eh bien, ne faisant pas confiance à Hélène, je vais le redésinfecter. Voilà, c'est ça le principe. Voilà ce qu'il faut comprendre. La question aussi est posée de est-ce que les habits sont conducteurs du virus? Ah ben bien sûr. Est-ce que le virus se transmet par les habits? Nous demande Stéphane. Alors, il faut être humble, ce dont on n'a pas forcément fait preuve dans les 20 dernières années. Humble en se disant qu'on croyait tout avoir vu, tout comprendre, tout avoir compris, et le corona est en train de nous mettre à 200 mètres en nous disant je vais vous apprendre des choses. Bon. En règle générale, à la différence d'une bactérie qui, elle, peut très bien survivre sur une surface inerte, sur un volant, et voire même coloniser l'habitacle si la bactérie, je précise bien, je pars de la bactérie pour répondre à notre collègue, et si dans le habitacle, cette bactérie trouve une surface qui lui va bien, du style pas souvent entretenue, avec des corps gras, et éventuellement dans un habitacle qui n'est pas ventilé, et avec de l'humidité ambiante. Bon, la bactérie, elle peut survivre des jours, des semaines, des mois ou des années. C'est ce qu'on appelle le processus de colonisation bactérienne. En règle générale, le virus est tout à fait le contraire. Un virus qui sort du fond de ma gorge, le virus de la grippe, en éternuant et qui est respiré par ma collègue d'à côté dans les 20 secondes, il est évident que demain, elle aura la fièvre, elle aura la grippe.
s'il tombe sur mon plateau de mon bureau et que ma collègue met la main dans les 20 minutes, il est évident qu'elle n'aura pas la grippe, tout simplement parce que le peu d'oxygène qu'il y a dans l'atmosphère va suffire à tuer le virus. Certains virus, pour 95% d'entre eux, c'est comme ça que ça se passe. La famille des coronas, c'est complètement différent. Et le Covid-19 en particulier est en train de nous apprendre qu'il a la notion de survivance jusqu'à plus de 5 jours. 5 jours et 5 nuits. 5 fois 24 heures. C'est-à-dire que il peut très bien être mis sur une surface inerte. Et là, je réponds, pourquoi pas un vêtement? Bien sûr, un textile, quelle que soit sa matière, et survivre au lendemain ou au surlendemain. C'est ça la dangerosité de la bestiole. Non. Est-ce qu'on peut passer l'aspirateur à l'intérieur du véhicule? Désolé, Hélène a disparu, alors je fais Monsieur Loyal. Ce n'est pas préconisé, pour une raison très simple. Même si vous avez le meilleur aspirateur du monde, même si c'est un aspirateur conforme avec un sac de rétention, on sait très bien qu'un aspirateur, c'est une grande trompe qui va aspirer d'un côté et qui va avoir des flatulences de l'autre côté à la sortie du moteur. Donc, si vous aspirez directement dans l'habitacle du véhicule, si vous aspirez directement dans l'habitacle du véhicule, vous risquez, alors d'un côté, d'aspirer des salissures pulvérulentes, c'est-à-dire des poussières, des poils, etc., mais d'un autre côté, d'en faire réintroduire d'autres. Ce n'est pas le but du jeu. C'est pour ça que dans le point que l'on a précisé tout à l'heure, j'ai bien dit on dépose, dans la mesure où le véhicule en est équipé, on dépose les tapis de sol à l'extérieur du véhicule. Et c'est à l'extérieur du véhicule. Alors ensuite, on fait ce qu'on veut avec son aspirateur, mais pas dans le véhicule. Ai-je répondu à votre question, Michel? Nous avons demandé à nos agents de changer de vêtements tous les jours et les mettre dans les panières de la blanchisserie. Oui, c'est tout à fait conforme, puisque ça, c'est une règle qui est édictée par la réglementation RABC dans le cadre du Covid-19 dans nos collectivités. Oui, oui. Ça ne me donne pas de bouton. Après, il faut permettre aux agents de se changer et de pouvoir ne pas mélanger les vêtements de ville et les vêtements de travail. C'est une question ou c'est une affirmation? C'est une affirmation, mais tu peux le compléter. Il est évident ensuite, mais comme quoi vous voyez, le Covid nous amène à réaborder des notions simples que nous pensions être connues de tous. La notion de vestiaire. Aujourd'hui, que la notion de vestiaire ait une configuration de 100 mètres carrés ou alors que ça soit un placard à balai qui a été affecté, peu importe, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut que l'on instaure un système de gestion simple. C'est ce que on fait à la maison avec la panière de linge sale, qui généralement n'est pas dans la penderie, là où on a notre linge propre et le change pour le lendemain. Bon, dans notre collectivité, c'est exactement le même principe. Ne jamais croiser le propre avec le sale. Alors qu'ils se croisent dans les locaux, ça ne me gêne pas, qu'ils risquent d'être en concomitance dans la même armoire avec un cintre, la réponse est non, bien sûr que non. D'une part parce que nos vêtements professionnels peuvent être contaminés, mais si en plus, à un moment, ils sont en contact ou ils sont amenés à croiser nos vêtements personnels, ça veut dire que la contamination, on la ramène à la maison. Il y a peut-être mieux quand même. Arriver en civil, repartir en civil, oui, tout à fait. Je commente en même temps que je lis les questions ou vos réactions. Avez-vous d'autres questions ou d'autres expériences à partager? Je vais être un peu provoque, mais mesdames Lavaux et Ruster-Rolls, je leur donne parfaitement de m'écrire. Que penseriez-vous si demain vous voyez dans la rue prendre le bus, le transport en commun, ou sortir de sa voiture un chirurgien déjà équipé? Non mais, je suis provoque.
D'autres réactions ou d'autres questions? Je suis étonné de ne pas avoir de questions, mais tant mieux, hein, ça veut dire que c'est en train de s'assainir peut-être, de questions autour de la problématique de l'utilisation des produits. Ils sont très sages, Hélène. Que veux-tu dire par utilisation des produits? Tu parles de dosage? Tu parles de quoi? De gestes? Tu parles de… Non, non, de typologie de produits. Allez, je vais lâcher le gros mot. Très souvent, dans ce groupe de réflexion, de participation, de formation, on a le gros mot qu'ils appellent la javel. Oh, je ne l'ai pas dit. Bon. Alors, javel, oui, non. On a le droit, on n'a pas le droit. C'est efficace, c'est pas efficace. Le Covid. Alors, je vais faire des questions. Ah. Oui, en crèche. Il me semblait que c'était interdit. D'accord. Point du tout. Vous deviez parler des éventuels écrans tactiles. Oui, je vais y venir tout à l'heure. Depuis le Covid, non. Utilisation 14476 dans les locaux. J'utilise aussi de la javel. Bon, très bien, Michel. Alors, notre République a-t-elle un texte réglementaire qui interdit définitivement la javel? La réponse est non. J'ai passé de très nombreuses années à le chercher, je ne l'ai pas trouvé. Jusqu'au jour où on m'a dit, t'es un sot, Jean-Yves. Ça n'existe pas. La javel est un produit qui peut connaître une restriction à son utilisation. Une restriction ne vaut pas interdiction. C'est ainsi qu'un chef d'atelier, qu'un gestionnaire, qu'un politique de collectivité peut très bien décider de privilégier des produits désinfectants qui ont la même efficacité que la javel, disant que c'est un vieux produit, que c'est un produit qui pue, que c'est un produit qu'il faut rincer, blablabla. Bla bla bla. Ils ont raison. Mais en revanche, au jour d'aujourd'hui, le premier fabricant mondial de javel au monde, c'est l'État français, et le premier utilisateur, c'est la Fondation des hôpitaux de Paris. Bon, si la javel était interdite, ça veut dire que l'État serait hors la loi, virgule, et deuxièmement, que tous les hôpitaux de France, de notre République, seraient non conformes, ce qui est loin d'être le cas. En revanche, ne racontons pas de bêtises. Au jour d'aujourd'hui, la javel peut être utilisée par rapport au Covid-19 à une condition. C'est qu'on considère ses propriétés bactéricides dans un traitement choc. Je vais faire simple. Pourquoi, mesdames, mettez-vous très souvent du parfum derrière vos oreilles le matin après avoir fait vos ablutions et pris votre douche? Tout simplement parce que même si votre parfum, au bout de 2 minutes, il va passer de son stade liquide à il s'est évaporé, eh bien, le parfum va vous permettre toute la journée durant d'avoir la senteur de votre parfum préféré. Cette notion en chimie, ça s'appelle la rémanence. La rémanence est la propriété qu'a un produit à pouvoir continuer à faire effet lorsqu'il a physiquement disparu. Pour le parfum, c'est l'évaporation. Les produits EN 14476 ont une propriété rémanente de l'ordre de 6 à 8 minutes. Ça veut dire qu'une fois que votre produit désinfectant aura séché sur le tableau de bord de votre voiture, par exemple, pendant les 6 à 8 minutes suivantes, il sera maintenu en état de désinfection parfaite. La javel, rémanence de l'ordre de 15 secondes. Ça veut dire que la javel, elle est utilisée pour les initiés en traitement choc. Là où on est sûr qu'on a un risque, alors il vaut mieux utiliser la javel parce qu'elle est plus puissamment armée grâce au chlore pour tuer quasiment instantanément toutes les bestioles de la surface sur laquelle vous allez la poser. Voilà. J'étais un peu long. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, c'est avec grand plaisir, mais je ne veux pas passer mon après-midi sur la javel. Alors, Élodie nous avait posé 2 questions très intéressantes. Sur l'utilisation, ton avis sur l'utilisation des sprays
et d'autre part, qui s'applique vraiment aux voitures, sur l'utilisation de la clim dans les véhicules. D'accord. Alors, l'utilisation des sprays parce que ça touche la manière de faire. Tout à fait. Alors, c'est là où je vais prendre un peu de recul dans mon bureau. J'espère que je ne vais rien casser. Alors, Élodie, spray. Spray. Du verbe pulvériser en anglais. D'accord. Tout à l'heure, lorsque on a parlé spray virucide. Tout à fait. Bon. Alors, que vous soyez en produit prêt à l'emploi, c'est-à-dire que vous ayez votre pulvérisateur qui a été fabriqué par le fabricant du DUL, ou alors que vous ayez votre produit que vous allez mettre dans votre conditionnement à vous, peu importe. La technique est toujours la même. Alors, mon textile d'essuyage, je suis là. Mon textile d'essuyage, toujours utilisé, plié en 4 faces. Et utilisé ensuite toujours à plat. Et tu sors un lapin après? Je t'ai dit, attends la fin. Ensuite, le pulvérisateur, qu'il soit pulvérisateur acheté ou qu'il soit votre contenant à vous, peu importe. Je vais montrer le geste. C'est pas, là je suis au volant de ma voiture. C'est pas, attendez que je fasse pas de bêtises avec mon ordinateur. Je sulfate. Et ensuite, je vais essuyer partout où j'en ai tartiné. Non, non, c'est pas ça. C'est mon produit sous la forme d'un spray, donc d'une nébulisation. Je le mets sur mon textile, hein, je fais le geste, il n'y a pas de contact. Le produit vient par pulvérisation sur mon textile, qui lui ensuite va aller sur la surface que je veux traiter. Ne jamais oublier une chose, c'est qu'un véhicule automobile et un tableau de bord en particulier, c'est aujourd'hui bourré d'éléments plastiques qui sont chargés en électricité statique. Et si on rajoute de l'humidité dessus, vous allez amplifier le côté statique de la matière. Mais surtout, deuxième inconvénient, c'est que si vous sulfatez l'intérieur avec des éléments électriques ou électroniques, et là, à un moment, ça risque de disjoncter ou de moins bien fonctionner que lorsque c'était tout neuf. Voilà. Donc, si je pense avoir petitement répondu à la question de Élodie, je pense, c'est l'utilisation du spray, c'est toujours spray et le textile. Alors là, c'est un microfibre, ça soit une chiffonnette, un morceau de chiffon, je m'en fous. Mais toujours, ça me fait penser, le geste me fait penser un peu au peintre. Le peintre, il va pas prendre son pot de peinture, balancer contre le mur et ensuite finir d'étaler avec son rouleau. Le peintre, il va charger son rouleau et il va mettre la peinture là où il juge qu'il a besoin de charger la surface. C'est exactement le même principe, la même idée que l'on veut voir dans l'utilisation d'un spray et d'une chiffonnette. Du coup, je pense que c'est le moment d'intercaler la question de Bertrand sur les écrans tactiles. Bon. Avant de passer alors, les écrans tactiles. Je n'utilise jamais l'humour, Bertrand, dans mes formations. J'ai horreur de ça. Non, je plaisante. Mais là, je suis très sérieux. Le problème des écrans tactiles, c'est un double problème. Un écran tactile, par définition, est toujours naturellement gras. Et ce pour deux raisons. Tactile égale doigt. Doigt égale sueur. Sueur égale sébum. Notre sueur est naturellement grasse. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il va falloir qu'on lutte contre les corps gras, ça s'appelle de la détergence, mais qu'en même temps, étant donné qu'on est dans le post-confinement, le post-Covid-19, il va falloir qu'on ait le double effet qui se coule. Dégraisser d'un côté, désinfecter de l'autre. Et ici, parfois, chimiquement, il se passe des choses bizarres. Sur les écrans de téléphone portable de mauvaise qualité, on voit que ça commence à s'auréoler. Et plus tu le dégraisses, et plus ils sont gras. Et c'est exactement la même chose pour des écrans tactiles audiovisuels à la maison, au boulot, ou les écrans de tactile embarqués dans les véhicules. Bon. Donc ici, il faut agir en deux temps. Le premier temps, et là ce n'est pas de l'humour, c'est chercher, si possible,
n'importe quel type de support. Alors moi, j'ai une astuce, hein, ça peut paraître bizarre, mais mon épouse, quand elle a des bas ou des collants en nylon troués, je les récupère et je les ramène au boulot. Tout simplement parce que vous ne dégraisserez bien un écran tactile qu'à partir du moment où vous aurez remis l'électricité statique à 0. Donc, un écran sale, vous allez prendre quelque chose dans le textile, il y a du nylon, et on va l'essuyer. Une fois l'avoir essuyé, d'ailleurs, il y a même certains écrans tactiles qui, lorsque vous commencez à les toucher avec un vieux bas nylon, une chaussette, un morceau de n'importe quoi en nylon, vous l'entendez crépiter. Un petit peu, vous savez, comme quand on était enfant, enfin de ma génération, on avait des soupules en nylon. Et le soir, quand on se déshabillait, ça faisait des étincelles, ça faisait tic, 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 tic. Bon, eh bien, on va dépolariser la surface et ensuite, on va faire un coup d'essuyage humide au sens détergent. On laisse sécher et ensuite, on fait un coup d'essuyage humide en désinfection. Mais l'astuce, c'est d'enlever la polarité de l'électricité statique. Sinon, on ne pourra pas correctement le dégraisser. Ah, alors les lingettes. Je fais juste une petite intervention pour demander à David de bien vouloir couper son micro. Merci. Bien. Si j'ai bien compris, des lingettes désinfectantes sanitaires non virucides ne sont pas adaptées pour la désinfection des véhicules. Non. Il existe des lingettes désinfectantes, tant chez nos fournisseurs que dans le commerce, qui sont désinfectantes virucides. Juste un inconvénient, le coût n'est pas quasiment du simple double par rapport aux bactéricides. Dans les grandes surfaces chez nos fournisseurs, on n'a aucun problème d'approvisionnement pour les lingettes bactéricides, notamment pour les sanitaires, pour les bacs à douche, pour les lavabos dans nos collectivités. Oui, c'est d'accord. Là, c'est du bactéricide. Virucide, c'est un cran supérieur au niveau de la chimie. Donc, en termes de coût, ça revient beaucoup plus cher. Deuxième chose, je ne devrais pas le dire, mais je suis moi aussi un citoyen du monde et aujourd'hui, j'en ai marre de voir cette société de consommables. On ne peut pas faire pour l'instant l'économie des consommables au niveau des gants, j'ai bien dit pour l'instant, mais moi, acheter des boîtes de 50 lingettes qui vont être utilisées en très peu de temps pour que ça se termine dans les poubelles, et dans le meilleur des cas, quand ça se termine dans les poubelles, ça va bien, parce qu'ensuite, ça prend le circuit des déchets. Mais quand c'est pour être tiré à la chasse d'eau dans les sanitaires de l'atelier, ça veut dire qu'à un moment, cette lingette, elle va subvenir quelque part. Donc, moi, je ne suis pas pour tout ce qui est jetable. Voilà. Je suis la vieille école peut-être, mais c'est comme ça. Enfin, il y a un troisième inconvénient, les lingettes. C'est que vous ayez des lingettes en blister plastique, en sac plastique, ou alors en petites valisettes en plastique qui sont très utiles pour nous, les garçons, pour ranger nos vis, nos tournevis, etc., une fois que c'est vide. Il y a quand même un problème. C'est que ces produits qui sont pré-imprégnés s'évaporent très vite. Donc, si on n'est pas scrupuleux à refermer correctement ou le sachet ou la boîte, ben, ça veut dire que vous avez une bonne partie des produits que vous payez déjà cher et que vous allez faire partir dans l'atmosphère et arriver au milieu de la boîte de chiffonnette, et ben, on met tout à la poubelle parce que c'est tout sec. Voilà. Alors que si tu as ton produit, tu as ton textile, microfibre ou pas, c'est toi qui vas doser le produit et là, avant que ça s'évapore... Il y aura la question sur la climatisation dans les véhicules. Alors, la climatisation est réduite au plus simple artifice. C'est-à-dire, on ne roule pas avec la clim tant que, pour l'instant, on n'est pas sûr que le Covid ait à peu près disparu. Voilà. Ceci étant, il y a plein de suspicions d'impact, non pas de la météo, mais d'impact de la température ambiante sur la survivance du Covid.
Et si on lui offre le gîte, le couvert, un véhicule et en plus une atmosphère réfrigérée par ces temps de canicule, il va être super content. La 2 chevaux, la Méhari, ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça avait des avantages. Non, le chauffage, non. Le chauffage, on n'a pas en excès en chauffage, on ne va pas avoir l'excès que l'on a avec la climatisation. Donc le chauffage, peu importe. D'accord. Monsieur Brandao nous donne une information. Alors oui, j'étais en train de Très bien. répondre. J'ai bien noté la présence. Vous êtes plusieurs à être parfois deux connectés derrière un seul ordinateur, mais c'est bien noté. Alors, les lingettes désinfectantes, je pense qu'on y a répondu. Pour la 2 chevaux, oui, je souscris. Olivier, d'accord. La Miari, le chauffage, bon, on en a parlé. Allez, d'autres questions ou d'autres réactions? J'en profite juste le temps que vous prépariez vos questions pour vous rappeler que vous avez vos relais auprès de vos assistants de prévention et soit de vos services de prévention de votre collectivité pour les plus importantes ou de vos centres de gestion. Là, Bien on a la sûr. présence d'Élodie Devali, donc du centre de gestion 87, et vous avez aussi vos relais en Creuse et en Corrèze. Voilà, ce sont des acteurs importants et des très bons relais pour vous. Je voulais revenir sur une intervention, sur une réaction d'Élodie il y a quelques minutes. CDG 87, Javel autorisé, oui, mais je n'ai pas dit Javel qui peut vous exempter ou qui remplace le N14476. Hein, vous l'avez bien compris. En deuxième couteau et à défaut en traitement choc, la Javel, zéro stress, très efficace, mais les éthylotests, mais le N14476, j'en ai marre depuis 3 mois de dire la norme européenne, sont à privilégier à 102%. Alors, problème avec les éthylotests anti-démarrage. Déconnectez-les. Non, je plaisante. Alors, est-ce que notre collègue, voilà, fixe sur les camions? D'accord. Alors, quel est le problème que vous voulez nous faire remonter? Oh là là, les punaises de lit. Ah ben, j'y m'attendais pas à celle-là. Parce que là, on va être, parce que là, on va être obligé de parler des textiles de l'habitacle. Bon, alors, je voudrais juste revenir sur l'éthylotest anti-démarrage fixe sur les camions, oui, d'accord. Et quelle est la problématique que vous souhaiteriez voir abordée, mesdames? Non, c'est monsieur et madame. Messieurs, enfin, madame dames. et monsieur. Madame et monsieur. Excusez-moi. Alors, je réponds, les déchets du Covid ont-ils un cheminement particulier pour la destruction? Réglementairement, les déchets générés par le Covid, papier d'essuyage jetable, les gants à usage unique, les lingettes, pourquoi pas, les masques doivent afficher un traitement, une collecte spécifique et si possible, distincte du reste de la collecte des déchets dans la collectivité. Bon. C'est pour ça qu'on voit fleurir un petit peu à chaque coin de couloir maintenant une nouvelle corbeille avec marqué dessus gants et masques usagés. L'idéal est d'avoir une signalétique qui permette de ne pas confondre et voire même d'avoir des contenants, des réceptacles avec des sacs poubelles qui sont des sacs qui s'apparentent à ce que l'on appelle les sacs d'asserie, c'est-à-dire des sacs poubelles de couleur, pas noir, jaune, rouge, blanc ou orange, c'est ceux que l'on trouve dans le milieu hospitalier. Voilà, pour que ça choque l'œil. Alors, au jour d'aujourd'hui, le cheminement est le même que pour les autres déchets ménagers. Sauf qu'on demande à ce que, lorsqu'ils sortent de l'établissement, du service, de la collectivité, on soit sûr que ces sacs répondent à 2 conditions. Première condition, que les sacs soient fermés, ce qui n'est pas toujours le cas pour le reste des autres sacs poubelles. Et deuxièmement, qu'ils aient été mis en rétention pendant 24 heures. Voilà. Ensuite,
eh bien, ce sac, il va repartir généralement dans le système d'élimination des déchets dits ménagers et qui a vocation, allez, j'allais dire 100%, non, c'est pas vrai, mais qui a vocation de terminer un jour dans un incinérateur. Ah, voilà, alors d'accord. Donc, on parle bien des embouts à souffler l'air dans les éthylotests. Alors, ici, si vous me permettez, messieurs, mesdames, Lavaux et Russell-Holtz, je vais botter en touche par rapport aux embouts de nos éthylotests. Alors, non pas parce que je n'ai pas de réponse, mais tout simplement parce que j'ai peur d'une chose, c'est que la réponse que je vais vous apporter ne corresponde pas au type d'embout qui est celui qui équipe vos véhicules. Donc ici, c'est très simple. Les éthylotests, lorsqu'ils ont été installés, affrétés dans vos véhicules, ont fait l'objet d'un certificat de conformité aux mines avec production de la fiche technique obligatoire et notamment sur les conditions sanitaires des embouts. Allez gratter dans ce document, j'en ai lu quelques-uns il y a quelques temps, ils sont très bien faits et eux, ils vous préconisent quel type de produit utiliser. Alors, les sacs poubelles noirs ne donnent pas de boutons. Hein. J'ai pas dit qu'il fallait repeindre les sacs poubelles en rouge et en orange. Hélène, nous avons laissé passer une question tout à l'heure. Ah oui, sur les punaises de lit. Non, oui, je l'ai bien réservé. Bien, eh bien, vous voyez, vous avez peut-être été surpris tout à l'heure par mes propos. Les 2 premières minutes, vous avez dit c'est complètement décalé. Il nous parle de qui a inventé l'automobile, 1,4 milliard de véhicules, etc. Bon, moi j'aime bien remettre tout dans son contexte. Pour bien savoir où l'on est, il faut savoir d'où l'on vient. Et pendant quelques années, on a perdu la notion de sens en pensant qu'on avait tout inventé et que tout allait très bien. C'est pas vrai. Aujourd'hui, et malheureusement nos collectivités de la Haute-Vienne le connaissent, les grosses collectivités sont aujourd'hui en proie à une infestation quasiment systématique de punaises de lit dans les habitations à loyer modéré. Et c'est quelque chose, je ne vais pas dire qu'il avait été quasiment éradiqué dans la génération de nos parents, mais on a passé une bonne 50aine d'années où les punaises de lit, on n'en parlait quasiment plus, on pensait que ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y en a partout. Bien. Faites attention. La transmission, c'est généralement soit par les cartonnages, les cartons, qu'on laisse négligemment sur un siège de voiture, qu'on a récupéré dans une grande surface, etc., et qui nous servent à manutentionner certaines choses, ou, deuxièmement, des textiles qui sont souillés. Et alors là où on a des punaises de lit, bon courage, parce que c'est quasiment impossible à éliminer. Voilà. Soyons un peu plus précis. Donc Stéphane Pinardon nous dit, c'est lui qui nous fait remonter le problème des punaises de lit. Donc vous avez des cas avérés de véhicules qui sont infestés de punaises de lit, Stéphane? Vous répondez oui, juste ou non? Ou, juste oui ou non, pardon. Oui, d'accord. Voilà. Bon, alors, il existe 2 techniques qui sont rares et onéreuses. La première technique, c'est la technique complémentaire à ce que notre collègue nous a présenté tout à l'heure avec son nébuliseur. Là, il s'agit d'un matériel qu'on utilise dans certains milieux sanitaires, ça s'appelle un poupinel, c'est-à-dire on va dégager une atmosphère chimique. Déjà, il faut fermer les ouïes d'aération du véhicule, etc., etc. C'est pas facile à faire. Ou alors, deuxième solution, on va désinfecter la volumétrie de l'habitacle avec de l'ozone. On peut le faire. Il y a juste un inconvénient, c'est qu'on va traiter le mal, mais on va en rajouter un autre. Dans un habitacle qui est bourré d'électronique aujourd'hui et d'éléments électriques, on risque d'avoir des pertes d'induction électrique ou électronique au niveau des soudures, au niveau des fils. Bon, j'ai plus de punaises de lit dans le camion, chef. Oui, mais il démarre plus. Ah oui, mais j'ai plus de punaises de lit. Donc ça, c'est embêtant. Et pour les autres textiles, les textiles en dehors de la problématique des punaises de lit?
Alors, pour les autres textiles, toujours dans un véhicule automobile. J'y répondrai dans la dernière minute de la... Si, mais bon. Alors, la problématique de l'entretien des textiles dans un véhicule dépasse allègrement le temps qui nous reste à être ensemble. Tout simplement parce que nous avons pensé vous proposer, dans la mesure où vous souscririez, un petit module de formation complémentaire à celui d'aujourd'hui, justement sur l'entretien des supports et des textiles embarqués dans un véhicule automobile. Alors, je botte pas en touche, je ne veux pas vous répondre, mais là, si vous me faites confiance, on en a pour 2 heures. C'est très technique. Il n'y a pas que du textile, puisque sous les textiles, il y a des mousses, et qui sont des mousses qui sont assez particulières, puisque en fonction du type de véhicule, ce sont des mousses inifugées, ou ce sont des mousses d'ameublement. Donc, rien ne sert de entretenir visuellement le dosseret de votre fauteuil dans votre camion ou dans votre véhicule si vous ne traitez pas en profondeur ce qu'il y a sous le velours. Voilà pourquoi là, ça nécessite à ce qu'on prenne un temps un petit peu plus conséquent dans une autre formation, je l'espère, complémentaire, Hélène. Est-ce que tu veux dire que ça sera présent dans la formation que nous avons prévue le 17 juin sur l'entretien du linge? Non, ce n'est pas du tout la même chose. C'est quelque chose de nouveau que l'on a proposé à vos adhérents. Okay. Mais chut, on a dit que c'était des surprises. Voilà. Non, désolé, je sais que c'est insatisfaction à celui ou à celle qui m'a posé la question, mais là, c'est très technique. On peut pas. Sinon, il y a une autre méthode pour être sûr d'entretenir les textiles dans un véhicule automobile, c'est la méthode par trempage. C'est de l'humour. Pouvons-nous faire une poubelle spécifique pour ces déchets Covid ou pas? Oui. Pour moi, ça, c'est du bon sens. Oui, tout à fait. D'où la méhari, oui, pour la méthode par trempage, tout à fait. Non, pour les poubelles spécifiques Covid, oui. C'était pas une orientation qui était donnée par les deux ministères, Éducation nationale et ministère du Travail, lorsqu'ils sont sortis les premiers protocoles sanitaires il y a 3 semaines de cela. C'était pas une préconisation, mais je crois que chacun des établissements et des collectivités se sont rendus à l'évidence. Aujourd'hui, le pli est pris. Le tri plus ou moins sélectif dans nos collectivités est effectué avec plus ou moins de bonheur, mais il est effectué. Ça y est, on a pris le pli de citoyens. Pourquoi ne pas mettre à profit cette habitude que l'on a maintenant par rapport aux déchets générés par le Covid? C'est beaucoup plus simple. Stéphane est parti, il a perdu la connexion. Bon. Écoute, moi, c'est un groupe adorable, mais ils sont calmes, d'une zénitude parfaite, des questions très orientées. Parfait. Avez-vous d'autres questions? Il nous reste un petit peu de temps, si vous le souhaitez. Oui, on peut déborder. Enfin, on peut déborder. Non, c'est jusqu'à 16h30, mais si après, on va pas. Si vous n'avez plus de questions. Voilà. Je parle de la thématique. Sous réserve que ça reste bien sûr en relation avec l'entretien des véhicules. Alors, Olivier, sur les piscines, nous avons un même rendez-vous de l'actualité qui est prévu. Je voudrais te donner la date. Nous avons donc d'autres thèmes qui sont prévus. Et pour les piscines, je le cherche, excusez-moi, c'est un peu… le 5 juin, vendredi, de 14h à 16h. Même principe, il faut vous demander votre inscription et vous recevez un mail avec les indications de connexion. Vous verrez, il y a d'autres thèmes aussi qui peuvent vous intéresser, notamment sur ceux d'entre vous qui ont des collègues qui travaillent sur les SPANC.
il peut y avoir aussi, par rapport au risque sanitaire, des éléments importants. Et donc, nous avons aussi un rendez-vous le 8 juin après-midi. Ce que je ferai, c'est en même temps que l'on vous transmettra les documents qui sont liés à ce rendez-vous d'aujourd'hui, je vous joindrai la liste des prochains rendez-vous de l'actualité du Limousin. Alors, Céline, de l'impact environnemental des microfibres. Alors, juste un petit mot. L'impact environnemental de toute chose s'entend soit en amont de son utilisation, c'est-à-dire à sa fabrication, soit au cours de sa vie, c'est-à-dire pendant son utilisation. Pour aussi paradoxal que ça puisse paraître, la microfibre est faite pour faire du propre, mais avant même qu'elle serve, elle crée du sale. Donc, le problème de l'impact environnemental de la microfibre, c'est que c'est entre 5 et 7 fois plus impactant en termes de bilan carbone qu'un textile tout simplement tissé. Bon. Une microfibre, si un jour vous avez loisir, vous regarderez un petit bout sous la tourelle du microscope, voilà, et vous vous rendrez compte que la microfibre porte bien son nom tout simplement parce que c'est tout simplement des petits fils quasiment microscopiques qui sont 1000 fois plus nombreux que une cotonnade de même surface, voilà. Et ils sont gourmands en énergie, d'où leur impact carbone, par le fait que ces fils qui sont faits en matériaux synthétiques, pour pouvoir être grattants, ils sont écorchés par des petits hameçons chauffants. Voilà. Alors, je ne suis pas un professionnel du tricot, hein, mais j'ai appris quand j'étais petit qu'un textile, ce sont des fils qui se croisent avec une maille à l'endroit, une maille à l'envers, un fil de trame qui se croise avec un fil de chaîne. Les microfibres, c'est tout à fait différent. C'est le même principe, sauf que en passant dans une machine spéciale, eh bien, la machine va étirer microscopiquement le fil en le chauffant en même temps. C'est comme si vous preniez un fil de pêche et que vous mettez votre fil de pêche sous la flamme d'un... Hélène, pour allumer une cigarette, ça s'appelle comment? Briquet. Un briquet, voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'en chauffant le fil, oui, oh, ça va, le fil va légèrement se déformer, va gagner de l'onctuosité et la machine fait une petite pique. Voilà. Et c'est ça qui est excessivement gourmand en énergie à la production des microfibres. En plus, la constitution de la matière première, matériaux synthétiques, là, on a pour à peu près 700 ans mis dans la nature pour que ça disparaisse. Je ne serai pas là pour le voir. Moi non, mais je ne voudrais pas que les générations passées, le futur le soit. Alors, Olivier, tu as peut-être une question sur l'entretien des vestiaires et des espaces de circulation publique. Je reviens à la question des piscines pour Olivier. C'était pour répondre que surtout sur tout ce qui est qualité de l'eau des piscines et réouverture des piscines, ce sera vu dans notre rendez-vous d'actu. Par contre, ce qui est sur l'entretien des espaces, vestiaires et circulation du public, peut-être que là, on peut répondre à la question d'Olivier. Tu peux ouvrir ton micro, Olivier, si tu veux poser en direct. Pardon, je croyais que c'était... Allez, on écoute Olivier. Faut que tu ouvres ton micro. Tu cliques sur le petit logo micro qui est à gauche du petit logo rouge. Au milieu de ton écran. En bas, au milieu de ton écran. Là, c'est bon, hein. Ouais. Super. Bonjour, Olivier. En fait, pour les circulations, c'est compliqué puisqu'il faut quand même garder des évacuations pour les urgences, les secours et tout ça. En même temps, on nous demande de ne pas faire croiser le public et de ne pas faire croiser le personnel non plus. Ça pose quand même un certain nombre de questions, d'où l'interrogation de l'ouverture ou pas. Après, pour les vestiaires, on fera 50%. Je pense qu'on s'orientera comme ça, donc ce sera 1 sur 2. Après, l'entretien en lui-même, là,
il va y avoir des périodes où on ne pourra pas accueillir de public, le temps de désinfecter entre chaque période d'une heure et demie. Je pense que c'est comme ça que ça va être vu. Donc des interrogations, oui, il y en a, mais est-ce qu'il y a des réponses? Je ne suis pas sûr par contre. Non. Effectivement, ce que vous venez de dire, c'est le bon sens. C'est du bon sens. Il faut distinguer deux choses. Et là, nos cuisiniers peuvent nous apprendre des choses. C'est le principe de la marche en avant qui fait que, par définition, la marche arrière est interdite. Bon. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre un papier, se poser tranquillement, prendre la configuration des locaux et se dire, voilà, le baigneur, il accède par la porte d'entrée, il passe par là, il va se déshabiller, il va au bassin, du bassin, il revient s'habiller, et par où est-ce qu'il sort? Et faire un pseudo-circuit, je vais dire, dans l'espace. Dans le temps, c'est autre chose, ça c'est de l'organisation. Mais il ne faut pas non plus s'interdire les cas de force majeure. Les cas de force majeure, vous venez de le dire, c'est l'évacuation. Eh bien sûr, l'évacuation en cas d'urgence, autant que l'évacuation d'une personne physique qui nécessite une intervention sanitaire. Bon, voilà. Donc, ah ben non, monsieur Le Smur, vous allez attendre ce soir parce qu'il y a encore des baigneurs. Non, il faut arrêter les bêtises. On n'est pas loin du film. Bon, d'accord. Donc, ce qui est important, c'est de faire en sorte que la majeure partie des usagers et l'usager, j'y inclus également les agents qui travaillent dans les piscines, aient compris la démarche de la marche en avant. Mais ensuite, il y aura toujours des modalités dérogatoires. Le gamin qui a perdu son porte-monnaie ou la maman qui ne sait pas si sa fille elle a changé son maillot de bain. Bon, d'accord, ça restera de l'exceptionnel. Mais d'une façon générale, juste penser toujours se ramener à du bon sens et la logique. Et le bon sens et la logique, c'est la marche en avant. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pardon, excusez-moi de vous interrompre. Logiquement, il ne pourrait pas y avoir de perte d'objets des visiteurs, puisque ça l'aurait tout simplement interdit sur la plage. Même pas les serviettes. Oui, je suis d'accord. La réglementation nous l'interdit. Ensuite, là où il y a juste un point à se poser comme question, c'est qu'est-ce que vous avez actuellement sur les abords du bassin? Attention, là, je ne parle pas de l'eau du bassin, hein, je parle bien des abords, hein, voilà, les locaux. Qu'est-ce que vous avez en dotation, Olivier, comme type de molécules, c'est-à-dire comme type de produit désinfectant? Alors là, ça c'est une bonne question. J'admets que le type de molécule, je ne l'ai pas. Alors, zéro stress, cherchez la fiche technique ou est la fiche de données de sécurité. Et de vous à moi, cherchez deux choses, virucide et EN 14476. Si vous avez ça, Olivier, champion du monde. De toute manière, on ne va pas avoir le choix. Hein. Si on se sort vers une ouverture, on ne va pas avoir le choix. Donc, par rapport, c'est... Après, nous, on a de la chance, c'est qu'après, sur tout ce qui est équipement, on va dire... sur tout ce qui est matériel des agents, on a de la chance, c'est qu'on m'a laissé l'individualiser au maximum. Donc, j'admets que c'est une grosse chance. Donc, il n'y a pas de partage de matériel, pas de partage de véhicules non plus. Oui. Alors, ça demande aussi une certaine gymnastique d'organisation, mais de ce côté-là, j'ai cette chance-là d'avoir les moyens, quoi. Oui. Si je me permets, Hélène, on peut faire une toute petite digression parce qu'Olivier me tend une perche. J'ai une idée là que je voudrais faire profiter le plus grand monde. Oui, bien sûr. Bon. Et ce sera peut-être en lien avec la question que Mathilde pose également. Alors attends, j'ai pas encore Mathilde. Oui, vas-y. Ce qui est également préconisé, mais là c'est hors champ du parc automobile, hein. C'est dans le comportement et le travail et l'investissement des agents, c'est limiter au maximum ce que l'on appelle les contacts impromptus. Alors les contacts impromptus, on en entend parler depuis le 16 mars, hein, c'est la distanciation physique, le 1 mètre devant, 1 mètre derrière, 1 mètre à droite, 1 mètre à droite. C'est pas toujours facile à faire, surtout quand on se passe du matériel ou quand bon, ok. Dans ces contacts impromptus, c'est facile pour vous, Olivier, parce que si effectivement vous avez individualisé le matériel, ça veut dire que normalement on n'a pas à aller se entre guillemets piquer, c'est pas péjoratif, hein, mais aller s'emprunter le matériel les uns aux autres. En revanche, si on n'a qu'un seul outil pour 3 agents, pensez bien que l'outil peut faire partie de ces fameux contacts impromptus entre l'homme et son aspirateur, qui est l'aspirateur à l'autre agent qui va s'en servir 2 heures plus tard. Hein, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, bien sûr. Voilà, donc il faut aussi penser que ce qui va vous servir à faire du propre doit lui-même être
dans un état de propreté constante. Voilà. Alors, Mathilde, y aura-t-il une formation sur le nettoyage et la désinfection pour les locaux comme les gymnases? Ben, moi, je réponds à Madame Fayard, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Je fais la même réponse. Oui. Tout à fait. Parce que les zones sensibles, c'est effectivement les zones de jeu. Alors, quand je dis zone de jeu, hein, c'est les surfaces de volley, de tout ce que vous voulez, de basket, etc. Mais c'est surtout les circulations, c'est surtout les vestiaires et aussi les sanitaires. Eh oui. Donc, pourquoi pas? J'ai pas dit que ça sera demain matin, Mathilde. En revanche, j'aimerais bien, si tu m'y donnes autorisation, Mathilde, Hélène, que tu me donnes autorisation d'y réfléchir et de travailler dessus. Oui. Je te donne l'autorisation de réfléchir, oui, d'accord. D'accord. Mathilde, on va se revoir. D'autres questions? Je pense que on a quand même fait à peu près le tour du véhicule. Oh bah écoute, là, on a fait le tour d'une 2 chevaux et d'une Méhari. Hein. Et d'une Méhari, oui. Qui c'est qui m'a taquiné toute l'après-midi avec ces 2 chevaux et cette Méhari? C'est Olivier, d'accord. C'est bon, Olivier, on a fait le tour du parc? Alors, pour rien vous cacher, il devait y avoir Jean-Yves avait travaillé beaucoup sur la présentation d'un document, d'un PowerPoint avec des animations, etc. Et que nous avons eu quelques difficultés, enfin, que nous n'avons pas pu vous proposer et mettre en ligne. Par contre, c'est ce que vous allez recevoir en support. Voilà. Oui. Mais il s'en est fort bien sorti, même sans ce PowerPoint. Je n'aime pas. Je n'aime pas ce que je viens de faire, tout simplement parce que j'ai la sensation d'être un journaliste avec son prompteur derrière son écran. Et oui, effectivement, nous vous avions avec Madame Fayard concocté, bien sûr, un champ d'intervention qui était le thème d'aujourd'hui, avec un animateur à 2 voix, Hélène Fayard et moi-même, mais on avait aussi un support en PowerPoint qui permettait de faire des focus sur des points très particuliers. Voilà. Et ça ne fonctionne pas, ben, je suis bien embêté. Je suis vert de rage contre Bill Gates, que je ne connais pas en particulier. À ce propos, oui. En plus du support, il y a quelque chose que l'on a complètement obéré dans notre après-midi, c'est la communication autour de l'entretien du parc automobile. Pour la majeure partie d'entre vous, vous êtes sensibilisés à la thématique, mais maintenant, comment va-t-on faire passer le message aux usagers du parc automobile que vous n'êtes pas forcément? Il y a peut-être d'autres agents qui utilisent les Méhari, les déchevaux, les camions, les bus de ramassage scolaire, etc., etc. Bon. Donc, en plus du support, qui est le support de cet après-midi, je vous mettrai en annexe un petit document qui sous la forme de ce que l'on appelle un flyer, hein, c'est un document simple, hein, et qui est un petit document qui rappelle les principaux points à destination de l'usager d'un véhicule ou à destination de l'usager et de celui qui doit remettre en état le véhicule de la collectivité après usage. Voilà. Si ça vous intéresse, alors il n'y a pas de copyright, hein, c'est tout simplement du fruit d'un temps de travail que nous avons élaboré avec des collègues il y a quelques semaines de cela, que je m'arroge le droit, parce que j'en ai une partie de la paternité, de vous le donner. Faites-le vivre à votre sauce, rajoutez-y le logo de votre collectivité si vous le souhaitez, modifiez-le si vous le souhaitez. Voilà. Merci Jean-Yves. De rien, Hélène. Bien. Mais écoutez, je pense que nous allons pouvoir remercier Jean-Yves de son intervention. Je vous remercie aussi parce que vous avez été très disciplinés. C'est vrai que ça facilite grandement les échanges. Donc, merci à vous. Peut-être à une prochaine fois. Voilà, nous avons notre rendez-vous le 10 juin après-midi, le 17 juin et le 18 juin. Et puis, vous nous avez donné des idées sur la désinfection des textiles des véhicules et sur l'entretien, la désinfection des vestiaires sportifs et des sanitaires. Voilà, nous avons du pain sur la planche, c'est très bien, c'est ce qu'il nous faut. Donc, je vous souhaite bonne continuation, bon courage. Jean-Yves, tu veux rajouter quelque chose?
Oui, juste avant que tu mettes le mot de la fin, à mon tour de vous remercier tous, effectivement, et toutes. Je vois un petit mot ça me touche. Merci Sandrine. Donc, merci de votre participation, d'abord de votre présence. Donc, ça veut dire que dans nos collectivités, ça bouge. Il y a des gens qui se préoccupent, qui se posent des questions, qui veulent pigoter pour trouver des solutions. Le CNFPT n'a jamais défailli lorsqu'il y avait des thématiques aussi prégnantes que ça. Merci Hélène pour avoir initié ce temps d'échange et de formation. Merci pour tous les participants et surtout, j'ai juste un autre message à vous faire passer, au-delà de tout ce que l'on a débattu cet après-midi. Prenez soin de vous et de vos proches. Voilà, merci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Bientôt.